Joining me now with some breaking news is Paul Butler, MSNBC legal analyst and former federal prosecutor, and MSNBC legal correspondent Lisa Rubin. And the breaking news that we have for you is that, to the surprise of many, including, I'll be honest, myself, the Supreme Court has denied Donald Trump's bid. Cela devait être une audience comme les autres, une nouvelle manœuvre orchestrée. Un nouveau chapitre d'une histoire qui semble toujours se terminer par Donald Trump s'en tirant de justesse, renversant la situation, manipulant les pièces et sortant par la grande porte comme si de rien n'était. Mais cette fois-ci, les choses se sont passées différemment. Cette fois-ci, les portes ne se sont pas ouvertes. Cette fois-ci, ceux qui l'avaient aidé à accéder au pouvoir lui ont tourné le dos. Et ce qui devait être un rituel d'impunité de plus s'est transformé en une humiliation historique. Au sein de la Cour suprême, sous les yeux attentifs du pays et du monde entier, l'homme qui a passé des années à utiliser le système à son avantage a vu ce même système se retourner contre lui avec la force d'un jugement qui n'avait pas besoin de longs discours, mais seulement d'un refus ferme et définitif. Denied, refusé, sans explication, sans soulagement, sans échappatoire. Le silence de la Cour a parlé plus fort que n'importe quel argument que lui ou ses avocats auraient pu présenter. Et c'est dans ce silence qu'est né un nouveau chapitre de l'histoire américaine, marqué non seulement par l'effondrement juridique d'un président, mais aussi par la révélation publique de tout un cycle de manipulation, d'arrogance et de tentatives de domination institutionnelle. La foule à l'extérieur n'était pas là par hasard. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power. Ordinaire était sur le point de se produire. Et lorsque la journaliste Katrina Kaufman de CBS News est apparue devant les caméras, le pays tout entier a senti que ce qui allait suivre n'était pas seulement une nouvelle, mais l'histoire en train de s'écrire en direct. D'une voix ferme, elle a décrit l'atmosphère tendue dans la salle d'audience. La file d'attente qui serpentait dans les couloirs, l'attente dans les yeux de ceux qui savaient que ce jour-là pouvait tout changer. À l'intérieur, l'avocat John Sauer luttait pour convaincre un banc qui ne semblait plus disposé à tolérer davantage les jeux. Il argumentait avec véhémence, essayant de ressusciter le vieux discours selon lequel le président a une large autorité sur les questions internationales, que les tarifs douaniers n'étaient pas fiscaux, mais réglementaires. Il parlait comme s'il était encore en 2018, comme si le vent politique n'avait pas tourné, comme si les juges devant lui n'étaient pas là pour briser le cycle de l'impunité. Mais les visages devant lui ne souriaient pas. Les yeux ne brillaient pas de complicité. Bien au contraire. Amy Coney Barrett, l'une des juges nommées par Trump, a été directe. Elle a demandé où, exactement, dans le code juridique, se trouvait la base historique du type d'autorité qu'il revendiquait. Et il n'y a pas eu de réponse, aucune qui soit convaincante, aucune qui ne soutienne la supercherie. Le silence était pesant, car il ne s'agissait pas seulement d'arguments juridiques. Il s'agissait d'années passées à accumuler du pouvoir, à utiliser l'appareil d'État comme bouclier, à repousser les procès, à faire appel à l'infini, à jouer avec le temps comme allié. Trump maîtrisait ce jeu comme personne. Il savait que dans le système américain, le temps est tout. Plus vous repoussez, plus vous avez de chances de vous en sortir. Les témoins oublient, les gros titres perdent de leur force, les alliés trouvent d'autres priorités. Mais dans cette salle d'audience, devant cette cour, son temps était écoulé. Et il s'est écoulé sans fanfare, sans spectacle, avec un simple et cruel denied. C'est là que l'explosion a commencé. Pas devant les caméras, pas avec des cris ou des agressions visibles, mais dans les mots lancés avec désespoir sur les réseaux sociaux. Sur Truth Social, la plateforme où Trump a l'habitude de se réfugier, il a publié la sentence qui allait donner le ton de sa ruine. Il a déclaré que l'affaire devant la Cour suprême était une question de vie ou de mort pour le pays. Il l'a répété, vie ou mort. Tels ont été ses mots. Une tentative désespérée de transformer son drame personnel en crise nationale, de faire croire que la justice qu'il avait finalement rattrapée était en réalité une menace pour la démocratie. Mais personne n'a adhéré à cette version, pas même ses alliés à la Cour. La Cour suprême n'a pas seulement rejeté sa requête, elle l'a fait à l'unanimité. Aucun juge n'a exprimé son désaccord, pas même ceux qui l'avaient nommé lors de fêtes et de célébrations publiques.
Gorsuch, Kavanaugh, Barrett, tous silencieux, tous d'accord. Et cela en dit long. Cela signifie que l'effondrement n'est pas seulement juridique, il est symbolique. C'est un message clair qui montre que, pour la première fois depuis longtemps, le système n'a pas cédé. Que la balance de la justice, si souvent inclinée du côté du pouvoir, a finalement penché contre ceux qui ont toujours cru être au-dessus des lois. À l'extérieur, alors que les gros titres explosaient, le monde essayait de comprendre ce que cela signifiait. Les marchés boursiers ont réagi. Les journaux se sont empressés de mettre à jour leur couverture. Et dans les coulisses de la politique américaine, un séisme se préparait. Les républicains ont paniqué. Des réunions d'urgence ont été convoquées. Le parti qui soutenait Trump voyait désormais en lui une bombe à retardement, car il n'était plus possible de le cacher. Il n'était plus possible de prétendre qu'il s'agissait d'une persécution, d'une exagération, d'une mise en scène de la gauche. Lorsque la Cour suprême elle-même, à majorité conservatrice, dit « non », le discours du martyr s'effondre. Et c'est là que la véritable implosion a commencé. Le récit, soigneusement construit au fil des ans, a commencé à s'effondrer. Il n'y avait aucun moyen d'expliquer à la base ce qui se passait. Comment justifier que les personnes nommées par Trump lui-même l'abandonnaient? Comment maintenir l'idée que tout cela faisait partie d'un complot contre lui, alors que même les plus fidèles se taisaient désormais? L'effondrement émotionnel était inévitable. À l'intérieur de la Maison-Blanche, le chaos régnait. Des gens criaient. Des appels téléphoniques frénétiques étaient à passer. Des conseillers couraient pour mettre en place des stratégies de confinement. Mais il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas d'issue, car la décision de la Cour n'était pas seulement une défaite momentanée, c'était la fin d'une époque. C'était le message final d'un système qui, après longtemps, avait décidé de réagir. Et Trump le savait, d'où son désespoir, d'où ses messages apocalyptiques, d'où sa tentative de mobiliser ses partisans comme s'il s'agissait de la dernière bataille. Il sentait que cette fois, le château qu'il avait construit sur la peur, le mensonge et la manipulation s'écroulait. Les retombées ont été immédiates. Les avocats se sont réunis. Les analystes juridiques se sont empressés d'interpréter les conséquences. Et la presse internationale a braqué ses projecteurs sur les États-Unis. Car ce qui s'était passé là-bas ne concernait pas seulement un homme. Il s'agissait d'un pays tout entier confronté aux limites du pouvoir. Il s'agissait du précédent qui se créait à présent. La décision de la Cour suprême indique que même la plus haute fonction de la nation n'est pas à l'abri du fonctionnement normal de la justice. Peu importe le nombre de fonctions que vous occupez, le nombre de personnes que vous influencez, le nombre de milliards qui sont à vos côtés, le jour où vous devrez rendre des comptes peut arriver. Et il est arrivé. Pour Trump, il est arrivé de manière brutale, sans carte dans sa manche, sans alliés prêts à s'exposer, sans temps pour faire appel, car il n'y a pas de recours possible après un refus de la Cour suprême. C'est la fin du parcours. Et maintenant, il devra faire face non seulement aux tribunaux, mais aussi à l'histoire. Car ce qui s'écrit ici est plus qu'une affaire judiciaire. C'est un tournant, un moment décisif, un moment où la démocratie américaine, si souvent discréditée, a montré qu'elle était toujours vivante, qu'elle pouvait encore dire non, qu'elle pouvait encore s'imposer face à ceux qui tentent de la briser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez que quelque chose doit changer, parce que vous en avez assez de voir les puissants s'en tirer sans encombre, tandis que le peuple en subit les conséquences. Et c'est pourquoi cette vidéo est importante, parce qu'ici, nous ne fermons pas les yeux. Ici, nous exposons, nous enquêtons, nous montrons ce qu'ils veulent cacher. Alors, si ce contenu a du sens pour vous, si vous voulez continuer à suivre chaque étape de cette histoire qui se déroule sous nos yeux, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, sans précipitation, sans pression, mais en toute conscience, parce que l'information, c'est le pouvoir. Et ensemble, nous continuerons à briser les silences qui tentent de nous faire taire. Ce que peu de gens ont compris à ce moment-là, c'est que le poids symbolique de ce refus ne s'arrêtait pas au mur de la Cour suprême.
Il résonnait comme un tremblement de terre silencieux dans les couloirs du pouvoir, les salles de rédaction, les groupes de campagne privés, les salles de réunion du Parti républicain et les esprits tourmentés de millions d'Américains qui, d'un côté ou de l'autre, savaient qu'ils assistaient au début de la fin de quelque chose de bien plus important qu'un simple procès. L'effet domino était déjà en marche. Par ce simple refus, la Cour suprême ne faisait pas seulement tomber le dernier bastion de protection juridique de Donald Trump, elle faisait également imploser le discours d'invincibilité qu'il avait cultivé comme un bouclier émotionnel et politique. Ce refus n'était pas une défaite technique, c'était un avertissement brutal que la justice, même blessée et lente, existe toujours, et qu'elle s'était réveillée d'un long coma institutionnel. C'est à ce moment-là que la vulnérabilité de Trump est devenue plus visible, plus humaine même. Si l'on peut encore parler d'humanité lorsqu'il s'agit d'une personne qui s'est spécialisée dans la manipulation d'institutions entières, comme s'il s'agissait de marionnettes. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus nulle part où aller. Et la peur transparaissait, non pas dans des larmes ou des confessions privées, mais dans des accès publics, dans des phrases grandiloquentes lancées sur Internet, comme si crier plus fort suffisait à faire reculer la réalité. Mais elle n'a pas reculé. Aucun juge n'est venu à son secours, aucune injonction miraculeuse n'a été prononcée, aucune faille technique ne s'est ouverte. Seulement le silence juridique, le silence institutionnel. Et ce silence en disait long. Il disait que le temps des faveurs était révolu, que la Cour regardait désormais le pays et non plus la figure d'un homme qui se croyait plus grand que la Constitution. Tandis que Trump tapait furieusement sur son clavier, ses avocats regardaient vers l'abîme. Car ils savaient que sans la protection de la Cour suprême, la partie était terminée. La stratégie consistant à reporter jusqu'à ce que le vent politique tourne, à embrouiller la procédure judiciaire avec des recours, à transformer chaque procès en spectacle médiatique pour détourner l'attention. Tout cela s'est effondré devant la décision finale de la justice. Et il ne s'agit pas d'une exagération émotionnelle. Nous parlons d'un président qui, il y a encore quelques mois, agissait comme s'il était au-dessus des lois. Blindé par des alliances institutionnelles, protégé par des nominations stratégiques, soutenu par une armée d'avocats millionnaires. Tout cela s'est effondré avec un simple rejet. C'était comme si la structure qui soutenait son empire juridique avait été écrasée d'un trait de plume invisible. Et c'était le cas. Dans les coulisses de la politique, les signes de désespoir ont commencé à apparaître à grande vitesse. Les parlementaires républicains les plus modérés ont commencé à envoyer des signaux ambigus à la presse, essayant de prendre leur distance sans passer pour des traîtres. Les chefs de file des partis sont restés dans un silence absolu, attendant une sorte de miracle institutionnel qui renverserait l'effondrement. Mais il n'y a pas eu de miracle. Il y avait l'effondrement nu, cru, documenté, télévisé, enregistré dans des archives qui seront un jour étudiées par les historiens comme le point d'inflexion d'une époque. C'était le début du démantèlement du mythe. Et peu importe à quel point ses partisans crient sur les réseaux sociaux, peu importe à quel point ils essaient de renverser le récit avec des slogans ou des vidéos manipulées, les dossiers de la procédure continueront d'exister. Le document officiel de la Cour suprême continuera d'être publié. Et l'histoire continuera d'être écrite par des faits, et non par des publications. Pendant ce temps, les préparatifs pour les procédures pénales battent leur plein. Et c'est là qu'intervient un élément inédit et chaotique. Comment organiser la logistique pour juger pénalement un président en exercice? Comment créer la sécurité institutionnelle nécessaire pour traduire un chef d'État devant un tribunal fédéral, sans provoquer de choc diplomatique, de crise économique ou d'effondrement de la confiance sur les marchés internationaux? Ces questions ont commencé à résonner à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les gouvernements étrangers ont envoyé des rapports confidentiels à leurs cabinets respectifs, les alertant sur le risque d'instabilité. Les ambassades ont réévalué leurs protocoles, et même les alliés historiques des États-Unis ont commencé à se demander si la démocratie américaine était encore fiable, solide et exemplaire. Au sein du ministère de la Justice, la tension est palpable. Les procureurs savent qu'ils s'aventurent en terrain inconnu.
Chaque pas qu'ils feront sera suivi par les projecteurs, les risques, les menaces et les pressions invisibles. Mais ils savent aussi que le pays a atteint un point de non-retour, que laisser Trump s'échapper une fois de plus serait non seulement une erreur juridique, mais aussi un crime historique contre la crédibilité du système. Et c'est pourquoi, même s'ils ont peur, même s'ils sont menacés, même s'ils portent le poids de décisions sans précédent sur leurs épaules, ils continuent. Car il ne s'agit plus seulement de Trump, il s'agit de l'âme même de la démocratie américaine. Trump, quant à lui, tente de reprendre le discours de la persécution. Il revient au personnage qu'il a toujours incarné lorsqu'il était acculé, la victime du système, l'outsider injustement traité, le sauveur trahi. Mais aujourd'hui, le scénario ne colle plus aussi facilement, car la trahison, si l'on peut l'appeler ainsi, est venue de ses propres rangs, des juges qu'il a choisis, des alliés qu'il a lui-même positionnés. Et lorsque le traître est la structure que vous avez créée, il n'y a plus d'arguments qui soutiennent l'illusion, et le public commence à s'en rendre compte. Même parmi les partisans les plus fidèles, il y a un malaise, il y a des questions chuchotées, il y a des doutes qui étaient auparavant interdits. Et c'est dans ces silences que l'effondrement grandit. Silence sur les tribunes, silence dans les interviews, silence dans les dons, au cœur de la campagne. Le doute s'installe. Comment maintenir une candidature alors que le candidat pourrait être à quelques semaines d'un procès pénal, avec condamnation? Comment établir un programme de campagne s'il faut se présenter à des audiences judiciaires sous escorte fédérale? Comment maintenir une image de force alors que même les juges désignés par le défendeur lui-même refusent de le défendre? Les réponses ne viennent pas. Le calendrier est suspendu. La stratégie s'est évaporée. Et il ne reste plus que le désespoir. Un désespoir silencieux, contenu dans des réunions privées, des appels téléphoniques urgents, des rapports confidentiels, mais qui déborde sur le public à chaque discours plus exalté, à chaque publication intempestive, à chaque phrase qui semble écrite par quelqu'un qui sait déjà qu'il a perdu, mais ne veut pas l'admettre. Et vous, qui assistez à tout cela, vous vous demandez peut-être ce qui va réellement se passer. La réponse est simple et effrayante. Personne ne le sait. Nous n'avons jamais été dans cette situation auparavant. Nous n'avons jamais eu de président qui, en plein exercice de ses fonctions, ait été confronté à un refus direct et définitif de la Cour suprême, ouvrant la voie à des poursuites pénales inévitables. C'est l'inconnu, et c'est exactement ce qui rend ce moment si dangereux et si important, parce que tout ce qui va suivre sera sans précédent et sera observé par des millions d'yeux, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ce que l'Amérique décidera de faire maintenant aura des répercussions pendant des décennies. Et chaque faux pas pourrait coûter plus que des réputations. Il pourrait coûter la stabilité même de la nation. C'est pourquoi cette vidéo existe. Parce qu'au milieu de tant de bruit, de tant de mensonges, de tant de distorsions, il faut avoir le courage de dire la vérité sans détour. Et si vous pensez que cette vérité est importante, si vous croyez qu'il faut suivre chaque détail de ce qui va se passer, alors commentez ci-dessous, mais ne commentez pas n'importe quoi. Commentez la phrase que beaucoup de gens auraient voulu dire, mais n'ont jamais eu l'occasion d'écrire « Je voulais juste la vérité ». Écrivez cela, laissez-le par écrit, parce que lorsque vous écrivez, non seulement vous êtes entendu, mais vous contribuez à faire passer ce message à ceux qui en ont besoin. Et peut-être, juste peut-être, que c'est votre commentaire qui éveillera quelqu'un qui n'a pas encore vu ce qui se passe. Les prochains mois mettront à l'épreuve non seulement Donald Trump, mais aussi le tissu même de la démocratie américaine. Ce qui n'était que spéculation est devenu réalité. Ce qui était nié avec arrogance est devenu un document public. Ce qui était considéré comme le délire des opposants se matérialise désormais dans les couloirs de la justice. Et la question qui reste en suspens est simple, mais troublante. Comment le pays le plus puissant du monde fait-il face à la possibilité concrète de voir son président jugé comme un criminel devant les tribunaux fédéraux? La réponse ne viendra pas des gros titres. Elle ne viendra pas des tribunes. Elle émergera lentement et brutalement dans les batailles juridiques à venir,
dans les réactions des électeurs, dans les décisions des alliés qui devront choisir entre couler avec Trump ou tenter de sauver ce qui reste de leur propre carrière politique. La réaction du Parti républicain sera décisive. Et c'est là que réside l'une des plus grandes ironies de cette histoire. Beaucoup de ceux qui hésitent aujourd'hui à critiquer Trump sont les mêmes qui l'ont encouragé, qui ont applaudi ses nominations à la Cour suprême, qui ont défendu chaque manœuvre juridique comme une stratégie légitime. Mais maintenant, avec la bombe qui explose dans leur propre maison, l'omission devient de la lâcheté et l'hésitation de la complicité. Chaque silence sera rappelé, chaque recul sera enregistré. Parce que le pays regarde, le monde regarde, et personne n'oubliera qui a essayé d'éteindre l'incendie et qui a préféré faire comme si le feu n'existait pas. Pendant ce temps, Trump tente de tirer profit de l'effondrement. Il a déjà commencé à lever des fonds en invoquant la persécution, transformant le refus de la Cour suprême en marketing politique. Il demande de l'argent, il demande du soutien, il demande de la loyauté. Mais la base qui le soutient, aussi bruyante soit-elle, ne représente plus la majorité silencieuse du pays, qui est épuisée, frustrée et avide de stabilité. Le citoyen lambda qui voit les prix augmenter, les emplois disparaître, les droits menacés, commence à se rendre compte que la crise n'est pas seulement économique ou sociale, c'est une crise morale. Et Trump est devenu le visage de cette faillite morale. Il ne sert à rien de crier plus fort, il ne sert à rien de se poser en victime, il ne sert à rien de blâmer les autres, car maintenant, il y a des preuves, il y a des archives. Il y a des décisions institutionnelles signées par des juges qui portent le même sceau idéologique que ceux qui implorent aujourd'hui une aide juridique. La justice s'est exprimée et le pays a écouté. À l'étranger, les répercussions ont déjà commencé. Les dirigeants internationaux se demandent si les États-Unis sont toujours la puissance fiable qu'ils étaient auparavant. Les partenaires commerciaux craignent l'instabilité. Les adversaires politiques, comme la Russie et la Chine, observent attentivement, prêts à exploiter chaque signe de faiblesse institutionnelle. L'image des États-Unis en tant que phare démocratique mondial est fissurée. Et cette fissure ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle n'a pas été provoquée par une attaque étrangère, mais par des années de corrosion interne, par des discours qui ont normalisé l'autoritarisme, par des pratiques qui ont banalisé le non-respect de la loi, par un leadership qui a confondu pouvoir et immunité. Il est impossible de regarder ce moment sans se rappeler que Trump a été, pendant des années, l'incarnation du mépris des règles institutionnelles. Il s'est moqué de la presse, il a minimisé les enquêtes, il a accusé ses adversaires de crimes qu'il a lui-même commis. Il a transformé la présidence en tribune de guerre et a utilisé chaque espace public comme une tranchée contre toute forme de contrôle. Et maintenant, face à la limite qu'il jurait ne jamais atteindre, il crie qu'il est victime. Mais l'écho ne répond plus comme avant. La lassitude a même gagné ceux qui applaudissaient auparavant. Et lorsque même les fidèles commencent à se taire, l'effondrement cesse d'être juridique pour devenir symbolique. Car ce n'est pas seulement le système qui le rejette, c'est le temps, c'est l'histoire, c'est le pays. Dans les tribunaux, la bureaucratie continue, des dates sont fixées. Les équipes de sécurité mettent en place des dispositifs jamais testés auparavant. Les journalistes se préparent à couvrir des audiences qui feront partie des livres d'histoire. Les avocats analysent les précédents, croisent les lois, tentent d'esquisser des scénarios. Mais tous, sans exception, savent qu'ils sont face à l'imprévisible. Et lorsque l'imprévisible est le chef de l'État lui-même, tout calcul devient instable. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le destin d'un homme politique, c'est l'intégrité de toute une république. Si Trump parvient malgré tout à échapper aux conséquences, le message envoyé sera clair. Le pouvoir est vraiment au-dessus des lois. Mais s'il est tenu responsable, même de façon minime, le message sera autre. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de la place pour la justice. Il est encore possible d'y croire. C'est sur ce fil ténu que marche désormais la démocratie américaine. Un fil qui vacille à chaque nouveau rebondissement, à chaque nouvelle tentative de manipulation, à chaque nouveau message incendiaire. Mais c'est aussi un fil qui peut se raffermir si les piliers institutionnels résistent. Et résister, en ce moment, est plus qu'un choix technique.
C'est un acte de courage, de responsabilité, d'engagement envers quelque chose qui va au-delà de la politique, au-delà des partis, au-delà des disputes électorales. Il s'agit de protéger l'idée que personne, absolument personne, n'est au-dessus de la loi. Pas même le président. Trump peut continuer à crier, il peut continuer à faire son cinéma, il peut continuer à récolter des fonds sur son propre effondrement. Mais maintenant, tout cela a une date limite. Parce que les délais judiciaires sont en cours, les dates sont fixées, les procédures avancent et il n'y a plus de recours pour repousser l'inévitable. La justice arrive, pas avec spectacle, mais avec poids, avec des documents, avec des preuves, avec des votes et avec le silence éloquent de la Cour suprême qui dit, sans le dire, que c'est fini. Le cycle de l'impunité est terminé. L'ère de la protection institutionnelle s'effondre sous nos yeux. Et l'histoire, elle, a déjà commencé à écrire le verdict que le temps confirmera. Et si vous sentez que tout cela vous représente, si cette indignation brûle en vous parce que vous ne supportez plus de voir la justice ignorée par ceux qui détiennent le pouvoir, alors restez avec nous, parce qu'ici, nous irons jusqu'au bout. Chaque détail, chaque rebondissement, chaque nouvelle tentative de manipulation, nous allons les exposer, nous allons les suivre. Nous allons les raconter avec la vérité que beaucoup ont peur de dire. Et plus que cela, nous allons rappeler que ce combat ne concerne pas seulement le passé. Il concerne l'avenir, le type de pays que nous pouvons encore construire. Un pays où la loi s'applique à tous, où la plus haute fonction de la nation ne sert pas de bouclier, mais d'exemple. Et où la justice, même blessée, peut encore relever la tête et dire « ça suffit ». Si cette vidéo vous a vraiment touché, si elle vous a donné ce sentiment de soulagement mêlé de révolte, que quelqu'un exprime enfin ce que vous ressentez, alors laissez votre soutien ici. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Mais l'impact est énorme. Chaque inscription permet à ce contenu d'aller plus loin, de toucher d'autres personnes, de réveiller ceux qui dorment encore, et surtout, de nous donner la force de continuer. Car la vérité ne se soutient pas toute seule. Elle a besoin d'une voix. Et avec vous, cette voix gagne en puissance. L'histoire est déjà en marche. Et maintenant, vous en faites partie aussi. Continuons ensemble.